tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département de Camille Avocat. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous concentrer sur la question des certificats médicaux et avec un titre un peu provocateur, aujourd'hui, avec les impacts qu'ont les certificats médicaux, des dossiers aussi bien prud'homaux dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, aujourd'hui, la chasse est effectivement. Alors, lorsque l'on parle de certificats médicaux, le certificat médical prend plusieurs formes. Vous avez le certificat médical qui est celui de l'arrêt de travail d'un salarié, et vous avez le certificat médical qui, lui, va concerner une attestation faite par un médecin. On viendra ensuite sur la question des définitions. Vous avez un nuage de mots face à vous, tout d'abord pour commencer ce webinaire, pour vous donner un petit peu la variété des situations dans lesquelles vous allez voir apparaître des certificats médicaux dans la relation de travail ou à l'occasion d'un contentieux. Avoir des certificats médicaux initiaux, c'est de l'arrêt de travail, la maladie, c'est de l'arrêt de travail, l'accident, c'est toujours de l'arrêt de travail. L'aptitude, on va avoir un début de passage sur la question de l'attestation établie par des médecins pour effectivement étayer le dossier d'un salarié. Le maintien du salarié dans l'entreprise, c'est de la même manière une attestation d'un médecin. L'incapacité aussi. Et l'inaptitude, on va arriver, in fine, ça sent la fin de la relation de travail. Là, pour le coup, vous allez avoir des médecins qui vont prêter leur concours lorsque nous avons des salariés qui vont se mettre dans une recherche de scénario de sortie. Vous avez un cadre légal qui est établi non pas par le Code du travail, mais par le Code de la santé publique en ce qui concerne l'établissement des certificats médicaux. 3 textes principalement vont émailler sur le volet de l'établissement du certificat médical notre présentation. Tout d'abord, le premier volet va être la manière dont un médecin va devoir et pouvoir établir un certificat. On considère effectivement que l'établissement de certificats médicaux à constatation médicale fait partie de l'exercice de la médecine. Donc déjà, on ne peut pas reprocher de but en blanc à un médecin d'établir un certificat médical, de même que des attestations à vocation médicale. Le deuxième texte va concerner les limites qu'il aura. Il ne peut pas, un médecin autre que le médecin du travail, d'abord s'immiscer dans des considérations professionnelles. De même, ce n'est pas l'objet mais vous ne pouvez pas avoir un médecin qui vient s'immiscer dans des relations familiales, sachant que le certificat médical, même si ça ne nous concerne pas ici, est très souvent utilisé lorsque l'on est en matière familiale. Vous aurez beaucoup de certificats médicaux, notamment utilisés à des fins de divorce, à des fins d'organisation de la situation des enfants, garde des enfants, etc., où vous aurez des médecins qui vont prêter leur concours à ce type d'instance. Ce n'est pas ici le cas, mais en tous les cas, retenons que ici, le certificat médical et le médecin n'a pas vocation à s'immiscer dans des relations professionnelles. Enfin, un troisième texte, là pour le coup, qui est le code pénal, où on vient sanctionner, le cas échéant, des médecins ou des personnes qui utilisent des certificats médicaux, avec des sanctions quand même significatives d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, ce qui veut dire que nous sommes sur du délit ici, que ce soit sur l'établissement du certificat médical, sa falsification ou l'usage qui en est fait. On ne rentrera pas ici sur les règles ordinales qui également trouvent à s'appliquer, mais les médecins, avec ce dispositif du Code de la santé publique et les règles déontologiques, ont un certain nombre de limitations dans la capacité d'établir des certificats médicaux et la manière dont on peut les utiliser. Sachant que les conseils de l'ordre font preuve quand même d'une fermeté assez certaine sur la manière dont les certificats médicaux, l'objectivité avec laquelle ils sont établis. Alors, quelques définitions. D'abord, le certificat médical, de manière générale, c'est un document écrit qui atteste d'un ou plusieurs faits médicaux qui sont personnellement constatés par son auteur. Donc, ce qui veut dire qu'il ne peut pas, un médecin, lorsqu'il est certificat médical, se contenter seulement de constater
constatation indirecte ou de déclaration de la personne qui est face à lui. Le médecin certifie seulement de ce qu'il peut personnellement constater. Et le terme est très important sur ce volet parce que il ne pourra pas attester de ce qu'un de ses confrères aura pu constater ou ce qu'un de ses confrères, par exemple d'un spécialiste pour un généraliste, ce que le spécialiste aura pu constater à l'occasion de ses examens. Le certificat doit être objectif et exact, il ne doit surtout pas altérer la réalité ou faire l'objet d'un parti pris. Ça veut dire que votre médecin qui établit un certificat dans le cadre d'un dossier contentieux, contentieux ou pas contentieux, lorsque l'on est dans un dispositif, par exemple, de reconnaissance de maladie professionnelle, il ne pourra pas faire part de ses opinions personnelles dans le cadre d'un certificat médical. Nous voyons souvent que les certificats médicaux émettent des jugements, ce n'est pas leur rôle et ce n'est pas le rôle des médecins. Et sur ce point-là, ils sortent du cadre dans lequel nous pouvons obtenir un certificat médical de la part d'un praticien. Il peut rapporter des observations faites du patient, mais il les identifie en tant que telles. Madame Untel m'indique que, Madame Untel déclare que, ou alors la forme conditionnelle serait utilisée dans le certificat. À tout le moins, on s'assurera que le médecin ne reprend pas à son compte les observations de son patient. Petite observation et non sans intérêt, vous regarderez, lorsque vous recevez notamment un arrêt de travail, petite vérification de temps en temps, lorsque surtout nous avons affaire à un salarié potentiellement douteux, regardez le nom du prescripteur, regardez la signature, s'il y a une signature, regardez également le numéro RPPS. Le numéro RPPS, c'est le numéro du répertoire partagé des professionnels de santé. C'est ce qui permet d'identifier un médecin. Sur Internet, de manière très simple, vous pouvez retrouver le numéro RPPS d'un praticien, d'un médecin. C'est intéressant. Nous avons eu récemment dans un dossier, d'ailleurs la personne est connectée ce matin, nous avons eu dans un dossier une salariée qui produisait de faux certificats d'arrêt de travail avec un numéro de RPPS qui était erroné. Donc ce qui veut dire qu'un salarié en question n'avait même pas l'intelligence d'aller vérifier le numéro RPPS du praticien à qui est-ce qu'elle prêtait le certificat médical, sachant que nous avons eu la vérification faite auprès du médecin. Il s'agissait bien de faux. Le médecin en question n'a jamais établi les certificats. Donc, ce qui est intéressant, regardez ce numéro, regardez à quel praticien est-ce que cela correspond. Ça vous permettra effectivement de savoir si oui ou non il a l'air d'être un faux. Il est un faux, vous pouvez intervenir auprès du médecin et il aura généralement à cœur de s'exonérer de toute responsabilité. Et dans ce cas-là, il aura le réflexe de vous écrire je ne suis pas l'auteur de ce certificat médical. Et ensuite, sur le terrain de droit du travail, on pourra appréhender cette situation. Alors, premier point, les certificats médicaux doivent contenir donc des constatations avec un examen préalable. C'est une des conditions qui est très importante. D'abord, nos certificats médicaux ne doivent contenir que des éléments médicaux. La jurisprudence est très précise sur ce point-là. Il est objectif et exact et il ne vient surtout pas livrer d'une situation une version tendancieuse. Et ce point-là est particulièrement important dans le volet maladie professionnelle, dans le volet harcèlement moral, dans le volet tout ce qui peut accompagner les conditions d'exécution du contrat et les contestations qui peuvent en résulter. Donc là-dessus, le caractère tendancieux doit être très précisément vérifié. Et la question de l'examen médical, je vous l'ai dit tout à l'heure, est une des conditions sine qua non pour le médecin afin d'être en capacité d'établir le certificat. Ce point-là est sanctionné de manière assez sévère, puisque si vous n'avez pas d'examen médical, le médecin n'a pas pris la précaution d'en faire état et de rentrer dans le détail sur ce point-là sans révéler pour autant des données couvertes par le secret professionnel, le secret médical plutôt, il sera écarté des débats. Donc là-dessus, un certain nombre de vérifications à réaliser. Ce certificat doit faire état de lésions. C'est de lésions, pardon, c'est toujours à moi. Les lésions sont de plusieurs natures.
Ça peut être des lésions physiques superficielles ou profondes. Là, généralement, nous sommes sur le cas des accidents du travail. C'est le rôle du médecin de le faire, mais il doit bien faire état de ce point-là, puisque c'est ce pourquoi c'est son rôle, notamment dans l'établissement du certificat médical initial pour accident. Il peut également faire état de troubles psychologiques et au-delà de ce point-là, on aura la lésion. La lésion, ce sera le cœur, notamment de préoccupation, lorsque l'on sera aussi bien sur la maladie professionnelle que surtout sur l'accident du travail. Les exigences de forme sur ce point-là, regardez bien, votre certificat doit être daté du jour de son établissement. C'est assez intéressant parfois de confronter les dates auxquelles un salarié produit le certificat médical et le moment où il est daté et il est signé par le praticien. Il est lisible, il est rédigé en français. C'est un point important. On a déjà pu avoir des certificats médicaux de médecins étrangers. Donc attention, l'utilisation en France et dans un contentieux ou dans une relation de travail en France suppose des certificats médicaux qui sont établis. Et enfin, vous avez une signature avec les réserves que l'on a pu avoir à cet égard-là. Les sanctions. La première, vous avez bien sûr le code de déontologie des médecins qui prévoit que la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdit. Donc là, nous sommes sur le volet strictement déontologique. Reprise de ces dispositions-là dans le code de la santé publique. Une sanction pénale que je vous ai rappelé tout à l'heure d'1 an et de 15 000 euros d'amende lorsque certificat fallacieux de complaisance tendancieux. Et enfin, une disposition spécifique du code pénal à laquelle nous pouvons avoir recours, puisque vous avez des peines qui sont alourdies lorsque l'infraction commise, c'est-à-dire utiliser un certificat médical, le falsifier ou établir un certificat tendancieux, est commis pour porter préjudice au trésor public. C'est de manière générale, donc ce qui veut dire toutes les sommes qui sont versées par un organisme de sécurité sociale, notamment, sont concernées ici par l'alourdissement des peines ou le patrimoine d'autrui. Et il serait intéressant peut-être d'envisager le cas échéant des dépôts de plainte sur ce visa-là, puisque au final, quand vous venez porter préjudice au patrimoine d'autrui avec des certificats médicaux, peut-être d'employeur. Et il y a un volet intéressant de la lutte contre les certificats médicaux sur le terrain pénal, au visa notamment de ce texte. Oui, il convient d'être particulièrement vigilant sur les mentions relatives aux lésions psychologiques, elles peuvent avoir une importance toute particulière. On voit fleurir tout un tas de rédactions de lésions par les praticiens. Vous avez tous vu la mention dépression majeure, burn-out. On a encore harcèlement. On a le fameux syndrome anxio-dépressif réactionnel. Bon, d'ores et déjà, ça peut donner une certaine connotation au dossier à propos d'un événement, à propos de l'exécution de la relation de travail, mais c'est surtout que ça peut avoir un impact majeur, c'est celui du taux d'incapacité permanente lorsqu'on est sur un accident ou une maladie professionnelle. Et lorsqu'on prend le barème indicatif d'invalidité, les lésions psychologiques conduisent à se voir appliquer un taux d'incapacité permanente important. Donc il y a tout intérêt là à venir contester, quand bien même on se dirait le ou la salarié n'a pas un dossier très important ou constitué à date. Attention, il y a le volet gestion de la relation individuelle du salarié, mais aussi à la gestion du risque professionnel. Donc, il faut être vigilant et il ne faut pas hésiter à contester un certificat médical ou un arrêt de travail qui porterait une mention pour le contestable. On voit aussi fleurir tout un tas de nouvelles jurisprudences à propos des lésions psychologiques. Alors, on a des arrêts pour le coup récents qui sont mentionnés dans votre support. Vous pouvez voir que parfois la Cour de cassation reconnaît l'existence d'un AT, parfois non, et on est sur une analyse assez fine. On peut prendre pour exemple donc, des situations très concrètes. Le 8 mars 2024, on a un arrêt de la Cour de cassation où un certificat médical mentionnait un état de stress post-traumatique anxio-dépressif réactionnel. Donc, au lendemain d'une altercation qui avait eu lieu en télétravail, on a un accident du travail qui a été reconnu par la Cour de cassation. On a encore la Cour d'appel de Grenoble, pardon. On a aussi la Cour d'appel de Lyon qui a reconnu l'existence d'un accident du travail.
alors même qu'on était simplement sur une remise d'une convocation à entretien préalable en main propre. Donc c'est à se demander si on peut encore engager des procédures de licenciement sans risquer à un moment que le salarié effectue une déclaration d'accident du travail. Donc on préconise pour les dossiers un peu sensibles d'user du courrier, même si on sait que ça peut être un gain de rapidité, que dans certains dossiers, on a besoin de gagner ce temps-là. Mais attention, on s'expose à devoir ferrailler et discuter d'une éventuelle déclaration d'accident du travail et donc de discuter d'une éventuelle protection contre le licenciement. On vous a volontairement mis un arrêt de la Cour d'appel de Rouen, donc qui est très très récent puisque du 17 mai 2024, où on a un salarié qui a tenté, et où il était véritablement le bon, c'est de faire reconnaître un accident du travail parce qu'on lui avait simplement refusé une rupture conventionnelle. Voilà. Et la Cour de cassation vient motiver, la Cour d'appel de Rouen vient motiver son refus par le fait que cette demande de rupture conventionnelle s'inscrivait dans le cadre de difficultés professionnelles. Et c'est ce qui fait que euh, la Cour d'appel retient qu'il n'y a pas un caractère soudain et écarte la législation professionnelle. Mais lorsqu'on lit cet arrêt de la Cour d'appel, on pourrait, en contrario, se dire qu'est-ce qui serait passé si il n'y avait pas eu de difficultés professionnelles? Est-ce que le simple fait de refuser la rupture conventionnelle aurait pu caractériser un événement soudain avec l'existence d'une lésion? Donc attention là-dessus, il convient de suivre la jurisprudence, mais elle est effectivement très fluctuante. Vous avez tous pu voir qu'il y a eu une réforme, alors maintenant qui commence un tout petit peu à dater, mais du 1er novembre 2021. Avant, nous avions des certificats distincts et des formulaires distincts lorsqu'on se situait dans le cadre de la maladie non professionnelle et dans le cadre de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail. Donc maintenant, on a un certificat initial qui fait l'objet d'un seul formulaire. L'objectif, c'est une simplification, une accélération de l'indemnisation par la CPM du salarié. Et on voit que le médecin établit un certificat spécifique à charge pour la CPM d'instruire dans le cadre de la reconnaissance ou non d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. On va maintenant s'intéresser à un outil et à une méthode que vous pouvez mettre en œuvre, à savoir le contrôle patron dans les arrêts de travail, puisque on sait que ça peut être fait, mais on a toujours tendance à le faire au cas par cas pour certains dossiers particuliers, mais il faudrait peut-être le systématiser et surtout si on a un législateur qui s'inscrit et qui mène à bien les projets qui sont dans les cartons, à savoir potentiellement le salarié qui n'aurait qu'à se connecter sur une plateforme pour s'auto-prescrire un arrêt de travail, alors certes de courte durée, mais un arrêt de travail, donc peut-être penser à généraliser ce type de contrôle. Vous avez trois contrôles. Vous avez le premier qui est mis en œuvre par la caisse. C'est un contrôle administratif, tout simplement un agent enquêteur qui se déplace au domicile du salarié. Ce n'est pas forcément un médecin. Et il vient vérifier que le salarié est bien présent à son domicile en dehors des heures de sortie autorisées. Bon. Vous avez ensuite le contrôle médical, toujours opéré par la caisse primaire d'assurance maladie, où là, c'est un médecin qui se déplace au domicile du salarié pour vérifier, dans le cadre d'un examen médical, que l'état de santé du salarié justifie bien un arrêt de travail. Bon. Maintenant, on va s'intéresser au contrôle que vous pouvez vous diligenter. Donc, vous pouvez mandater un médecin de votre choix. Voilà, vous avez des organismes qui sont très sérieux et qui sont spécialisés dans ce type de contrôle pour que celui-ci se rende au domicile du salarié et constate oui ou non sa présence à son domicile et, le cas échéant, s'il est présent, puisse réaliser un examen médical. Quel est l'intérêt de faire procéder à un tel contrôle? Alors déjà, il y a un aspect psychologique, c'est que le salarié va se dire très bien, je me suis fait prescrire un arrêt de travail peut-être douteux, et j'ai un employeur qui ne laisse pas la situation sans contrôle et sans diligenter, sans diligenter un contrôle médical. Donc, il peut y avoir un salarié qui se dit, OK, attention, les arrêts de complaisance, j'ai pas trop intérêt à jouer. On a un deuxième aspect, c'est l'aspect indemnisation. À partir du moment où le salarié tombe sous le coup de l'indemnisation obligatoire par l'employeur, donc du complément employeur, c'est-à-dire généralement, sauf disposition conventionnelle contraire, à partir d'un an d'ancienneté,
Dès lors que le contrôle médical que vous avez fait diligenter conduit à ce qu'il y ait une constatation que l'arrêt de travail n'est pas justifié, vous pouvez vous arrêter de procéder au maintien et à l'indemnisation pour la partie employeur. Ceci ne vaut que pour l'arrêt en cours. Donc, si par exemple, vous avez un arrêt de très courte durée, dans l'exemple d'un arrêt d'une semaine, il va falloir réfléchir à l'opportunité de diligenter un tel contrôle parce que si vous avez un médecin qui considère que l'arrêt n'est pas justifié, si finalement vous arrêtez simplement le complément employeur pour une durée de 3 jours, ce n'est pas très intéressant. Donc, il faut s'intéresser aux arrêts de travail d'une certaine longue durée et ensuite faire diligenter ce contrôle dès le début de l'arrêt. Parce qu'en cas de prescription d'un nouvel arrêt de travail ou en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, il vous faudra faire diligenter un nouveau contrôle pour pouvoir arrêter l'indemnisation à la charge de l'employeur. Le médecin que vous adressez au domicile du salarié va établir un rapport médical qui est transmis à la caisse. Alors, la caisse, là, vous perdez la main sur sa décision, mais toujours est-il qu'elle peut, elle, faire procéder derrière à un contrôle médical qui pourrait conduire, si l'arrêt de travail n'est pas justifié, à ce que le salarié ne perçoive plus ses indemnités journalières de sécurité sociale. Vous avez le cas qu'on va analyser de l'obstacle à la contre-visite par le salarié. Deux cas. C'est le cas du salarié qui n'est pas présent à son domicile en dehors des horaires de sortie autorisés. Et c'est aussi le cas du salarié qui, lorsque le médecin se présente à son domicile, refuserait de le recevoir et de procéder à un contrôle médical. Donc là encore, la sanction, quelle est-elle? C'est une simple sanction sur le terrain de l'indemnisation, mais vous ne pourrez pas vous en servir pour motiver une sanction disciplinaire ou encore un licenciement disciplinaire. La décision du médecin contrôleur, elle peut porter sur trois aspects. Elle peut porter sur la durée de l'arrêt, à savoir que, par exemple, un arrêt de travail qui aurait été prescrit pour 1 mois et vous diligentez un contrôle au bout de 15 jours, on pourrait très bien avoir un médecin contrôleur qui dit, très bien, la lésion, la pathologie que vous avancez nécessitait un arrêt de travail, certes, mais d'une durée moindre, à savoir 1 semaine. Je considère que nous sommes à 2 semaines et que l'arrêt n'est plus justifié. On a ensuite un contrôle sur l'opportunité de l'arrêt de travail, donc c'est l'existence ou non d'une lésion ou d'une pathologie. Et enfin, on a une vérification que le salarié respecte bien ses horaires de sortie qui sont mentionnés dans l'arrêt de travail. Alors, sur le volet de l'accident du travail et de la maladie professionnelle, ces contrôles-là ont encore plus d'opportunités. Pourquoi? Parce que leur efficacité viendra renforcer votre contestation, le cas échéant, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. L'opportunité de réaliser des contrôles, c'est dès le début de l'arrêt de travail lorsque l'on est sur le volet accident du travail, maladie professionnelle. C'est, comme vous l'a rappelé, Jérémie, avec un bémol quand même, c'est que, la suspension, des salaires, pardon, des compléments employeurs qui sont faibles en matière d'accident du travail et maladie pro, puisque l'essentiel, de l'indemnisation du salarié résulte du régime de l'assurance, maladie pour le coup. Mais, vous aurez la possibilité ainsi de pouvoir impacter quand même une fraction, du, salaire. Lorsque vous aurez des renouvellements des arrêts de travail, vous allez devoir reprocéder à un nouveau contrôle patronal si vous voulez continuer à impacter le salarié sur, le versement, de la part de l'employeur, dans l'indemnisation, de l'arrêt de travail. Et vos contestations également, vont permettre de consolider, tout votre volet, derrière expertise médicale, le cas échéant, lorsque, l'on discute aussi bien, l'accident que, ses conséquences, que le taux d'IPP, que la durée des arrêts et cetera. Alors plusieurs, conséquences, effectivement de nos certificats médicaux et des actions que vous allez pouvoir, mener. La première, c'est la question de la durée des arrêts de travail et là-dessus, il y a un contentieux assez intéressant, à mener et à engager, le cas, échéant. C'est qu'on l'avait vu, lorsqu'on a vu une formation avec certains d'entre vous sur, le sujet de l'accident du travail et de la maladie professionnelle.
La durée des arrêts de travail est prise en compte pour pouvoir déterminer la tarification des accidents du travail et la détermination du taux AT-MP qui est applicable à votre entreprise ou à vos clients lorsque vous êtes conseil. Vous aurez tout intérêt, effectivement, à avoir une logique assez offensive sur la durée des arrêts de travail. Plus court est l'arrêt, meilleure, moins importante sera la conséquence sur le taux d'accident du travail qui sera appliqué à la société, puisque ça fait partie d'une des composantes, avec par ailleurs les conséquences de l'accident du travail et la maladie professionnelle, qui est le taux d'IPP, l'incapacité permanente partielle. Il faut savoir que pour l'essentiel des pathologies, sur le site amélie.fr, il y a des référentiels des durées d'arrêt de travail. On sait qu'un infarctus, c'est une durée d'arrêt de travail comprise entre quelques semaines à 2 à 3 mois. Et ça sera intéressant d'aller regarder ces référentiels parce que lorsque vous avez des pathologies déclarées par le salarié, lorsqu'elles sont connues, qui ont des arrêts de travail particulièrement longs et anormalement longs, ce sera un moyen et ce sera un référentiel pour le juge de recourir à ces durées indicatives posées par le service de Amélie et donc de la sécurité sociale. Les coûts moyens, sachant que, je vous l'ai indiqué, l'incapacité temporaire, c'est-à-dire la durée de l'arrêt de travail, est pris en compte pour la détermination du taux AT. Donc le coût moyen, par exemple, dans les industries de la métallurgie en 2024, vous voyez que l'impact sur le calcul du taux AT varie entre 287 euros et 40 000 euros, 40 783 euros en fonction de la durée de l'arrêt de travail. Et vous voyez qu'il y a un point de bascule entre l'accident du travail qui dure de 91 jours à 150 jours, qui donne lieu à 8 924 euros d'impact sur le taux ATMP, et qui passe, lorsqu'on passe le cap de 150 jours, à 40 783 euros. Ça veut dire que vous multipliez par plus de 5 le montant de l'impact sur le taux AT-MP lorsque vous avez la bascule à 150 jours. Donc vous avez un intérêt à contester les durées des arrêts de travail lorsque justement on est sur des arrêts de travail qui commencent à être relativement longs. Là-dessus, il y a un vrai impact pour vous. Sur l'accident du travail, comment ça se passe? Vous allez saisir la commission de recours amiable pour pouvoir contester la durée des arrêts de travail. Donc, c'est un contentieux préalable au contentieux judiciaire. Vous allez désigner un médecin qui représentera vos intérêts, puisque vous ne pouvez pas obtenir, vous, employeur, directement, le dossier médical d'un salarié. Il faudra passer par l'intermédiation d'un médecin qui va recevoir le dossier. Ce médecin aura pour rôle d'analyser le dossier et d'émettre des conclusions et des observations dans le cadre de sa mission. Et ces observations-là, vous les aurez pour pouvoir diligenter un contentieux. Donc, il faut passer par un tiers qui est ce médecin en supplément, ce qui n'est pas une charge financière importante. En général, on peut avoir des rapports sur des arrêts de travail ou même sur des dossiers d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour des coûts compris entre 500 et 1000 euros. Quand on voit tout à l'heure, comme je vous l'indiquais, le taux d'accident du travail, la manière dont il est impacté par des arrêts de travail de 150 jours et plus, il y a un intérêt à engager cette dépense supplémentaire. Bon, avec une jurisprudence quand même qui n'est pas toujours très clémente avec nous, puisque ce n'est pas parce qu'on n'obtient pas les pièces médicales dans le cadre d'un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable que pour autant on va pouvoir obtenir des conséquences sur l'inopposabilité, notamment l'inopposabilité de la reconnaissance ou de la durée de l'arrêt de travail. Mais n'en demeure pas moins quand même que, de manière générale, ça fonctionne plutôt bien. Ils transmettent le dossier au médecin et si on ne l'obtient pas dans une phase amiable, on l'obtiendra, le cas échéant, dans le cadre d'une phase contentieuse. Il y a un élément également important de tout ce contentieux que vous allez mener sur la durée des arrêts, sur l'origine professionnelle, c'est le sujet de la déclaration d'inaptitude. Parce que vos certificats médicaux, plutôt les certificats médicaux qui vous ont été produits dans le cadre des instructions des accidents, des maladies professionnelles, vont avoir bien sûr un impact au moment où le médecin du travail va examiner la reprise d'un salarié. De la même manière, les certificats médicaux vont impacter durement
l'analyse faite par le médecin du travail de l'aptitude d'un salarié à reprendre ses fonctions et, le cas échéant, à obtenir des aménagements de poste. Pour pouvoir, pour pouvoir véritablement cerner les conséquences des certificats médicaux, deux volets sur notre présentation. D'abord, le volet de l'inaptitude. Les certificats médicaux vont venir déterminer si nous avons une origine professionnelle ou non professionnelle. Si vous avez un salarié qui est déclaré inapte dans le cadre d'une instruction d'accident du travail, même si elle n'est pas parvenue à son terme au moment de la déclaration d'inaptitude avec la décision de la CPAM, il n'en demeurera pas moins que les grandes chances sont face à vous d'obtenir pour le salarié les conséquences professionnelles, ce qui veut dire le doublement de l'indemnité de licenciement ou le paiement de la conventionnelle si elle est plus favorable, mais souvent c'est le doublement de la légale, et le paiement d'un préavis non exécuté chargé dans le cas du solde de tout compte. Alors que si nous sommes sur un volet non professionnel, eh bien, vous n'aurez que l'indemnité de licenciement qui sera payée, et non pas une indemnité doublée, mais une indemnité simple. Donc, les certificats du médecin du travail, que ce soit sur le volet attestation ou sur le volet prescription d'arrêt de travail, vont avoir un impact déterminant. Mais il y a plus embêtant, ce sont tous les certificats médicaux là, qui prennent souvent la forme d'attestation, qui vont être établis par des médecins traitants ou des médecins spécialistes, qui vont être adressés aux médecins du travail pour obtenir des aménagements de poste. Si c'est un aménagement à la marge d'un poste de travail, beaucoup d'entreprises vont pouvoir effectivement satisfaire aux préconisations faites par le médecin spécialiste le cas échéant, et qui vont être reprises par le médecin du travail, puisque le médecin du travail n'est pas le meilleur spécialiste que l'on puisse avoir en matière médicale. Sauf que lorsque les aménagements sont profonds, on vous dit qu'un conducteur poids lourd ne travaillera plus de nuit pour des problématiques de vue, pour des problématiques éventuellement de migraine. Ce sujet-là est souvent mis en avant. Eh bien, il va falloir demander à un salarié de passer sur des postes de jour. Il va y avoir également, de la même manière, des médecins du travail qui vont vous dire, eh bien, vous devez retirer telle et telle activité de votre salarié. Sauf qu'à un moment, vous allez vous retrouver avec des postes qui sont vidés de leur substance. Vous allez avoir face à vous un médecin du travail qui va vous dire, il faut mettre en œuvre cet aménagement. Sauf que les médecins du travail, aux compétences juridiques limitées, vont s'obstiner à vous dire, vous devez mettre en œuvre l'aménagement de poste, alors qu'il constitue une véritable modification du contrat de travail. Et le médecin du travail ne l'entendra absolument pas, que le fait de passer d'un rythme de jour à un rythme de nuit, ou de nuit au jour, constitue une modification du contrat de travail que je ne peux pas imposer à un salarié. De la même manière, vider un poste de sa substance, d'un certain nombre de tâches, éventuellement en retirant des pans de son activité qui touchent l'autonomie, qui touchent la capacité de management, etc., ce sont des modifications du contrat de travail. Et si le salarié ne l'accepte pas, vous êtes face à un blocage. Vous êtes face à un médecin du travail qui vous donne des préconisations d'aménagement de poste. Vous ne pouvez pas les mettre en œuvre sans l'avis du salarié, le salarié ne l'accepte pas. Parce que souvent, lorsque l'on vide de sa substance un poste, derrière, eh bien, il y a la volonté de l'employeur, et à juste titre, de diminuer la rémunération. Lorsque l'on diminue le temps de travail sur la base de préconisations du médecin du travail, ça veut dire bouger la rémunération. Et le salarié qui refuse, eh bien, il est dans son droit, puisque vous venez toucher aux éléments substantiels du contrat de travail, et donc blocage. Un médecin du travail d'un côté qui ne déclare pas le salarié inapte, et d'un autre côté un employeur qui n'est pas en capacité de pouvoir mettre en œuvre les préconisations. Donc là, malheureusement, il reste qu'un volet, c'est le volet de la contestation des avis du médecin du travail. Ça fonctionne malheureusement assez mal parce que il y a en France une quinzaine, une vingtaine de médecins inspecteurs régionaux du travail qui sont ceux qui vont être désignés par le conseil de prud'homme pour pouvoir mener une expertise sur le poste, sachant que ce sont les seuls qui aujourd'hui sont habilités et accrédités pour pouvoir réaliser cette expertise, avec en plus la contrainte d'un délai relativement court pour saisir le conseil de prud'homme, c'est dans les 15 jours suivants l'avis du médecin du travail. Donc, comme ce contentieux fonctionne assez mal et cette expertise judiciaire assez mal en raison de la rareté des médecins inspecteurs, en raison de la durée des procédures, puisque nous sommes sur des procédures environ de 6 mois à chaque fois, et pendant les 6 mois, il va falloir payer le salarié, alors qu'il n'est pas à son poste. Donc, à mon sens,
pour éviter de recourir à ce contentieux-là qui ne fonctionne pas bien, il y a un dialogue à instaurer tout de suite avec le médecin du travail, sous réserve qu'il soit en capacité de l'entendre. S'il est en capacité de l'entendre, vous aurez des médecins qui vont plus facilement basculer sur le régime de l'inaptitude et là, vous aurez la possibilité de proposer tout poste aménagé. Mais pour le coup, le salarié refuse ou accepte et s'il refuse, vous avez la possibilité de le licenciement. Alors que tant que nous ne sommes pas dans un volet inaptitude, vous êtes enfermé dans le carcan de la modification du contrat de travail que vous ne pourrez pas imposer à votre salarié. Donc, méfiance sur les certificats médicaux qui sont produits à des fins d'impact sur les décisions du médecin du travail. Oui, nous connaissons tous la protection contre le licenciement qui est offerte aux salariés dans le cadre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail. La Cour de cassation, en février 2023, est venue créer une protection supplémentaire. Dès lors que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, vous ne pouvez rompre son contrat de travail pour un autre motif. Prenons un exemple très concret. Vous avez un salarié qui a commis une faute. Vous lui avez remis une convocation à entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien est fixé. Dans l'intervalle, le salarié réussit à se faire déclarer inapte par le médecin du travail. Vous n'aurez d'autre choix que de traiter l'inaptitude et donc d'aboutir soit à un reclassement sur le poste, si vous avez une solution de reclassement, soit un licenciement pour inaptitude avec les conséquences financières qui l'accompagnent. Et on pourrait très bien avoir une aptitude d'origine professionnelle, alors même que vous aviez un salarié dont vous alliez vous séparer pour faute grave sans le versement d'une quelconque indemnité. Donc, à vérifier si la jurisprudence va changer dans les mois à venir, mais pour l'heure, dès lors que vous avez une déclaration d'inaptitude, vous devez mettre fin à toute procédure de licenciement engagée pour un motif disciplinaire. On a d'autres conséquences de l'arrêt de travail. On a une dernière conséquence qui est la tarification. Vous avez plusieurs niveaux de tarification qui s'appliquent de manière différente suivant l'effectif de la société. Donc, vous avez un taux collectif pour les entreprises de 1 à 19 salariés, un taux mixte pour les entreprises de 21 à 149 salariés, et enfin un taux individuel pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 150 salariés. Comment est calculé le taux collectif pour les entreprises de 1 à 19 salariés? On prend un taux brut et net qui est défini chaque année donc en fonction de la sinistralité dans le secteur d'activité. Donc, vous avez quand même, vis-à-vis vous de votre situation individuelle, un impact, mais qui sera dilué dans le secteur d'activité. Vous avez ensuite un taux mixte, donc qui comprend à hauteur de 90% le taux de sinistralité du secteur d'activité. Et ensuite, on a quand même un impact de la sinistralité au sein de l'entreprise, mais qui est limité à 10%. Et on a enfin, donc, pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 150 salariés, un taux individuel qui, lui, prend en compte la sinistralité dans l'entreprise. Donc, on est peut-être sur l'effectif où on a le plus intérêt à contester les déclarations de maladies professionnelles et d'accidents du travail. Donc, on vous a rappelé la formule de calcul du taux net, donc il prend en compte tout un certain tas d'éléments qui sont définis chaque année et qui évoluent. Donc, vous avez des indicateurs au niveau national et ensuite dans votre branche d'activité. On vous a donné un exemple qui, pour le coup, je pense, est parlant du coût moyen que peut représenter un accident du travail. Donc, on a pris un secteur où il y a une certaine sinistralité, à savoir le transport. Et vous pouvez voir que lorsqu'on a un taux d'IPP supérieur à 40% ou le décès d'une victime, on peut avoir un coût, mais qui est faramineux pour une entreprise, puisque bon, dans le cas de l'exemple pour 2024, on est sur un coût entreprise à hauteur de 550 000 euros. Donc, d'où l'intérêt d'être vigilant pour chacun des accidents du travail, parce qu'on peut très bien se dire qu'on est sur une situation qui peut paraître à première vue anodine et qui finalement, parce que à un moment, il peut y avoir une erreur ou il peut y avoir une lecture faite par la CPM qui est totalement déconnectée du dossier, avec un taux d'incapacité important et avec des conséquences et des répercussions financières qui pourraient mettre à mal une entreprise. Parce que quand on voit un montant à 550 000 euros, on est très loin d'une paille. Voilà. Donc, attention à bien instruire chaque dossier et chaque situation individuelle lorsqu'on est sur un risque professionnel.
On a l'arrêt de travail qui a un impact aussi dans le cadre du contentieux. Alors, sur trois volets. Vous avez le volet du harcèlement moral, qui est devenu le moyen qui est privilégié par les salariés pour venir écarter, notamment lorsqu'on est sur le contentieux, de la rupture du contrat de travail, pour venir écarter le barème Macron et voire déplafonner les indemnités et les dommages-intérêts réclamés, puisque nous sommes dans le cadre d'un harcèlement moral à un plancher à 6 mois, mais nous n'avons plus de plafond. Donc, il faut être vigilant sur les arrêts de travail produits, alors soit en cours de relation, soit dans le cadre d'un contentieux. Ne pas hésiter à les contester, ne pas hésiter à, lorsqu'on a un certificat qui pourrait être tendancieux ou de complaisance, à saisir le Conseil de l'ordre des médecins, parce qu'il ne faut pas laisser un certificat sans réponse qui pourra avoir pour conséquence la reconnaissance de harcèlement moral. On a ensuite un contentieux qui porte sur la dégradation des conditions de travail et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Là encore, ça va permettre de demander des dommages-intérêts pour se voir réparer un éventuel préjudice. Et enfin, on a le contentieux qui porte sur la contestation du licenciement pour inaptitude, là où le salarié viendrait demander à une juridiction de reconnaître que l'inaptitude en fait a pour origine des manquements ou un manquement fautif de l'employeur et pourrait se voir obtenir les effets d'un licenciement pour inaptitude pour origine professionnelle, donc avec les effets financiers, à savoir le doublement de l'indemnité légale de licenciement et le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre des dommages et intérêts, puisque une inaptitude qui résiderait dans le cadre de comportements fautifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et donc le salarié bénéficie de dommages et intérêts à ce titre. En conclusion, si nous devions retenir trois axes et trois pistes à mobiliser, nous avons les missions systématiques de réserve, donc dans le cadre de l'instruction des accidents du travail. Donc, veillez bien à chaque fois dans le cadre de la déclaration d'accident du travail. Alors, on est souvent dans la précipitation parce qu'on sait qu'à partir du moment où on a un accident du travail, on a 48 heures pour effectuer la déclaration. Euh, Maintenant, elle se fait en ligne. On peut avoir un encadré qui limite les réserves établies. Ne pas hésiter à rédiger un courrier en parallèle et à le verser sur la plateforme, quitte à compléter les réserves plus tard. Mais il faut bien veiller à ce qu'il y ait des réserves, même de principe. La jurisprudence, pour le coup, considère qu'à partir du moment où l'employeur fait état de réserves, même si elles ne sont pas particulièrement motivées, il remplit son obligation et il peut toujours les compléter derrière. Donc faites-le de manière systématique, notamment si il s'est passé ne serait-ce que quelques jours entre la date prétendue de l'accident du travail et l'information qui vous est portée par le salarié. Cela fonctionne bien dans le cadre du contentieux et dans le cadre aussi de l'instruction par la CPM. On a ensuite une opportunité de contester les certificats médicaux. Donc, ça peut porter sur, là encore, l'information tardive qui est portée à votre connaissance ou encore l'existence ou l'étendue de la lésion. Comme vous l'a rappelé, il y a tout intérêt, surtout sur les lésions d'ordre psychologique, à contester. Et enfin, un axe qui fonctionne bien aussi, on voit qu'il y a une certaine efficacité, nous, dans le cadre de l'accompagnement de nos clients, c'est lorsque le fait accidentel en fait, est survenu en l'absence de témoins. Donc, il faut bien souligner que la matérialité de l'accident repose sur la simple déclaration du salarié. Donc, s'il n'y a pas de vidéosurveillance, par exemple, ou de témoins, on a des chances de succès dans le cadre d'une contestation. On peut recueillir aussi les témoignages d'autres collaborateurs, de prestataires extérieurs, de toute personne qui aurait assisté à l'accident du travail, donc, et verser ces éléments-là dans le cadre de l'instruction de la CPM, puisque la CPM est attentive à de tels témoignages. Et enfin, dernier axe de contestation, démontrer que le salarié ne possède aucune lésion ou qu'il n'est pas atteint d'un trouble. Alors là, on touche, on va dire, à l'aspect médical du dossier, donc c'est un tout petit peu plus compliqué d'emporter la conviction de la CPM, mais on arrive à faire passer certains dossiers sur l'existence d'un état pathologique préexistant, et même dans des dossiers où on se dit au départ, bon, on émet une réserve là-dessus, on a très peu de chances de succès, mais parfois cela arrive. Deux compléments. Le premier, c'est les médecins détestent être interpellés par un employeur. Ça veut dire que lorsque vous avez un salarié, prenons l'exemple type et symptomatique de la période, un salarié vous demande une rupture conventionnelle, il ne l'obtient pas.
il va se mettre en arrêt de travail, bien sûr, pour essayer de tirer jusqu'à 60 jours en arrêt de travail, obtenir une visite médicale de reprise et le cas échéant, terminer en visite médicale de reprise avec un médecin du travail peut-être qui sera, très, bienveillant, voire, complaisant, sans critique aucune, et il obtiendrait une inaptitude et comme ça, l'indemnité de licenciement que vous ne souhaitiez pas verser dans le cas de la rupture conventionnelle, vous vous retrouverez à devoir la verser dans le cadre d'un dossier inaptitude. Donc lorsque vous avez un salarié qui essuie un refus de rupture conventionnelle, c'est qui est votre droit. Heu, lorsque vous voyez arriver les arrêts de travail, interpellez de suite le médecin traitant. Alors, il ne rentrera pas sur des considérations d'ordre médical, mais vous pourriez, adresser un courrier en indiquant que, il est le prescripteur, pardon, des arrêts de travail, que ce salarié avait, essuyé un refus de rupture conventionnelle et que, de manière très opportune, maintenant, il est en arrêt maladie. Alors le médecin souvent ne répondra pas. Il serait intéressant en même temps de saisir l'ordre des médecins. Un signalement à l'ordre des médecins, à partir du moment où il reçoit une réclamation, l'ordre des médecins a une obligation, c'est de convoquer le médecin et l'employeur à une conciliation. Lors de cette conciliation, vous allez avoir un médecin traitant qui, alors pour beaucoup, seront assez déstabilisés d'être devant un membre du conseil de l'ordre de son ordre, et donc vous, employeur, vous serez présent. On ne rentrera pas sur des considérations médicales, mais on aura des considérations de fait qui laissent imaginer que l'arrêt de travail n'était pas si justifié que ça. Conséquence, de manière quasi systématique, le médecin va arrêter de prescrire les arrêts de travail. Alors effectivement, il peut y en avoir un nouveau médecin qui prescrit les arrêts de travail, mais ce sera un indice supplémentaire du clientélisme, auquel, se livre, le médecin et le salarié, à rechercher toujours des arrêts de travail. Ça sera un moyen de pouvoir peut-être couper court à, des arrêts de travail trop répétés, et ceci dans le but d'obtenir, une rupture avec, les conséquences financières qu'on en connaît. Ça, c'est un axe, qui est assez, intéressant. Deuxième axe, qui est intéressant, c'est effectivement, comme on l'indiquait tout à l'heure, regarder la régularité des arrêts de travail, regarder les numéros RPPS, c'est intéressant. On a parfois, de bonnes surprises. Il faut vous savoir une chose, c'est que, pour être intervenu assez récemment dans un colloque de médecins, les médecins ne connaissent pas généralement, les conséquences, des arrêts de travail, et des certificats médicaux qu'ils réalisent. Ils pensent être de très bonne foi, et je suis convaincu, de leur bonne foi, sauf qu'ils ne connaissent pas les conséquences financières. Ils ne savent pas que, orienter un salarié vers, une inaptitude d'origine professionnelle, eh bien, il y a des conséquences financières assez lourdes, pour l'employeur. Troisième élément, c'est pour rejoindre ce que vous disiez Jérémie sur les accidents du travail. Intéressez-vous notamment aux certificats qui vont être établis par le monde hospitalier. On a un certificat médical, j'en ai un toujours qui me revient souvent à l'esprit. Vous avez un praticien hospitalier, d'un hôpital non loin de nous, qui avait mentionné que, un AVC était en lien avec les conditions de travail. Ça n'existe pas. L'AVC est un phénomène mécanique, physiologique et non pas un élément psychologique. Regardez ce genre, de certificat, il est établi par des praticiens hospitaliers ou par des internes qui sont assez novices, sauf que ça se conteste et ça se conteste très, très bien. De la même manière, vous allez avoir un salarié transporté, à l'hôpital, il va sortir avec un arrêt de travail pour maladie et puis quelque temps plus tard, vous allez voir fleurir l'arrêt de travail, cette fois-ci, pour accident de travail et vous allez avoir un praticien hospitalier ou quel que soit le statut, notamment à l'hôpital, du prescripteur qui va revenir sur ses déclarations. Il va vous faire un annulaire en place. Tout ceci se conteste bien. Les CPAM n'aiment pas trop ces irrégularités-là, n'aiment pas trop, cette complaisance ou à tout le moins cette facilité à obtenir des arrêts de travail. N'oublions pas quand même un point, c'est que la CPM, plus elle classe d'arrêt de travail, dans le secteur du risque professionnel, moins elle supporte financièrement les conséquences des arrêts de travail sur le tronc du régime général. Donc il y a un intérêt quand même pour la CPM à obtenir le maximum de classement en accident du travail, en maladie professionnelle, parce qu'effectivement, ça serait donc imputé sur le compte des employeurs. Mais quand même, les contestations fonctionnent bien
Et les tribunaux sont particulièrement vigilants vis-à-vis du contentieux de l'opposabilité, de la régularité des accidents, du respect du contradictoire dans les phases d'instruction, etc. Donc voilà, c'était les quelques compléments que je souhaitais faire sur l'efficacité de toutes ces contestations-là. Aujourd'hui, ne prenez plus pour argent comptant un certificat médical. Ils sont discutables sur le terrain ordinal, sur le terrain pénal, sur le terrain du Code de la santé publique. Il y a beaucoup de leviers que l'on peut activer et donc ne vous laissez pas submerger par ces arrêts et surtout par ces certificats médicaux. Voilà ce que je voulais compléter. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas dans la fenêtre de chat en l'état. N'hésitez pas à en poser. Alors, quel recours direct avons-nous lorsque le certificat arrive plus d'une semaine plus tard? Alors, normalement, un salarié, dans le code de sécurité sociale, doit justifier de son arrêt de travail dans le délai de 48 heures. Bon, on sait quand même que les CPM sont certes vigilantes, mais quand même pas très rigides sur ce délai de transmission de 48 heures. Il y a un deuxième volet, c'est que lorsque l'on regarde les conditions d'indemnisation par l'employeur de l'arrêt de travail, c'est-à-dire le paiement de l'indemnité complémentaire en plus des IJSS, on a une des premières exigences qui est la transmission d'un arrêt de travail dans un délai raisonnable et en tout le moins dans le délai de 48 heures. Bon, la jurisprudence est quand même assez complaisante sur ce point-là, puisqu'elle trouve toujours de bonnes excuses aux salariés pour pouvoir les exonérer de leur responsabilité ou à tout le moins de leur faute et les absoudre sur la transmission tardive. En revanche, lorsque le certificat en question concerne un certificat médical d'arrêt de travail initial pour accident du travail, là, il y a un intérêt. Quel est le recours? Les réserves auprès de la CPM dans le délai de 10 jours suivant la déclaration de l'accident du travail. Donc recours direct sur le terrain financier, ça fonctionne pas bien, mais en revanche la tardiveté du certificat médical lorsqu'on est sur le volet accident du travail, ça fonctionne bien et les CPM vont se montrer assez retors sur ce point-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, en attendant peut-être d'autres questions, on vous annonce, le prochain webinaire. Le prochain webinaire, sera, consacré aux stratégies de rupture, du contrat de travail et de sécurisation, de la rupture des contrats de travail. Ce sera au mois, de septembre. Je vois arriver une question supplémentaire. Si un salarié, est absent pendant plus de 6 mois, comment le remplacer? CDD, procéder au licenciement. Alors le CDD, pour remplacement fonctionne bien. Vous n'êtes pas concerné par la durée maximale des CDD, vous n'êtes pas concerné par les délais de carence entre les CDD successifs. Donc c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien. Vous pouvez recourir à du CDD reconduit de date à date selon les arrêts de travail, ou bien peut-être faire du date à date au début et ensuite passer sur du terme imprécis jusqu'au retour du salarié. Parce que si vous avez recours au CDD à terme imprécis dès le début de l'arrêt de travail, vous allez vous retrouver avec un salarié qui peut-être ne fera pas l'affaire pour le remplaçant et de devoir le garder jusqu'au terme du CDD, c'est-à-dire jusqu'au retour du salarié, jusqu'à son licenciement. Donc attention à ce recours au CDD. Peut-on procéder au licenciement? Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Première vérification, convention collective. A-t-elle, oui ou non, une clause de garantie d'emploi? C'est le cas de beaucoup de conventions collectives. Et on a des clauses de garantie d'emploi qui parfois sont progressives en fonction de l'ancienneté du salarié et ce n'est pas forcément que 6 mois. En revanche, c'est un motif de licenciement qui est particulièrement risqué puisque vous devez justifier d'un arrêt de travail de longue durée ou des arrêts répétés. Ça, ce n'est pas une condition qui est compliquée à réunir. En revanche, justifier de la perturbation de l'entreprise, c'est plus compliqué. Justifier de l'absence de possibilité de remplacer de manière temporaire
C'est compliqué, hormis pour les postes à haute valeur ajoutée ou du haut de la pyramide des directeurs, un DAF, un DRH, un directeur qualité, etc. Là, c'est compliqué à remplacer de manière temporaire. Il faut envisager un remplacement définitif. Et surtout, pour recourir à ce motif de licenciement, encore faut-il que vous ayez d'ores et déjà recruté concomitamment au licenciement votre salarié à durée indéterminée, c'est-à-dire qui sera le salarié qui arrivera pour succéder à votre salarié absent. Donc attention à ce motif de licenciement. Vous pouvez continuer, Oui. Sylvain. Et en plus de cela, il faut que le salarié ait été recruté aux mêmes conditions d'emploi et il faut qu'on justifie, devant, la juridiction prud'homale qu'on ne pouvait pas mettre en œuvre des mesures provisoires telles que le recours aux heures supplémentaires, pour les autres salariés pour, pourvoir l'absence. Donc voilà, c'est un motif de licenciement qui est scruté à la loupe. Puis-je contester un arrêt si le salarié est arrêté suite à un refus de congé payé? Oui, effectivement, lorsqu'on vous disait d'interpeller le médecin traitant, ou le CPM. conseil de l'ordre ou la CPM, ça, c'est typique de la situation où il faut interpeller la CPM à propos en joignant les justificatifs, la demande de congé par exemple, le courrier de refus ou le formulaire de refus et deuxième point à mobiliser, c'est que on est typique sur la situation où le contrôle, patronal de l'arrêt de travail, pour moi, il est essentiel. Voilà, parce qu'un salarié qui normalement avait prévu de partir en congé payé, surtout sur la période estivale, vous avez de fortes chances que lors du contrôle, il ne soit pas à son domicile et que vous puissiez, dès lors arrêter, l'indemnisation, pour la partie, patronale. Donc, oui, vous pouvez le faire. Avec un bémol quand même. Encore faut-il avoir une procédure de congé payé qui Oui. soit établie, respectée et respectueuse des conditions du Code du travail. Le salarié, je vous rappelle que normalement, le délai de prévenance en matière de prise de congé payé, c'est un mois. Ça veut dire que les congés qui sont demandés de manière traditionnelle au sein de l'entreprise à la dernière minute et acceptés à la dernière minute, vous aurez quand même une faiblesse sur le sujet. De même, l'affichage de l'ordre des départs en congé, de même l'affichage de la période de prise du congé principal. Encore faut-il avoir une procédure rigoureuse sur l'octroi des congés payés. Je vois une observation, effectivement, pour une entreprise de transport, les perturbations que ça engage, puisque un camion égale un chauffeur. Oui, malheureusement. Oui, encore plus lorsque les arrêts de travail sont répétitifs, lorsqu'ils sont communiqués avec de la tardiveté, malheureusement, avec une complaisance de la part de la jurisprudence, puisque la tardiveté est difficilement sanctionnée par un licenciement, hormis répétition et hormis antécédent disciplinaire. Donc oui, la perturbation est véridique. De même, elle est avérée lorsque nous sommes sur des salariés qui doivent partir travailler en équipe, en binôme, en déplacement sur plusieurs jours. Donc, s'il n'est pas là le matin alors qu'il a 48 heures pour justifier de sa situation, ben, effectivement, il y a une forme de complaisance vis-à-vis de l'arrêt de travail sur ce point-là. Recourez au contrôle patronal, peut-être qu'il fonctionnera bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. On va tenir donc l'horaire qui était imparti avec une dernière annonce. Donc, je vous disais tout à l'heure, un webinaire à venir sur le mois de septembre. On va passer la trêve et la coupure estivale. Dernier point, dans quelques jours, vous verrez sur les réseaux sociaux et vous recevrez une newsletter, vous aurez la possibilité d'accéder à un livre blanc. Nous avons établi avec notre service et avec toute l'équipe un livre blanc qui concerne l'optimisation des taux d'accident du travail et de maladies professionnelles. Revenant sur un certain nombre d'items, vous pourrez le télécharger gratuitement. Il vous pourra simplement vous inscrire et ensuite vous pourrez accéder au téléchargement de ce livre blanc. Un certain nombre de conseils, un certain nombre de rappels et surtout un certain nombre de recettes et surtout de stratégies pour essayer d'améliorer votre taux d'accident. Je vois une dernière observation, la conciliation d'un AT par la sécurité sociale avant la fin d'un arrêt de travail. Oui, tout à fait possible, Tout à fait possible. Il n'y a pas de question derrière, mais Oui, oui, effectivement, c'est totalement possible pour le coup. Mais pour autant, le salarié continue à bénéficier d'arrêt derrière, oui. Généralement non indemnisé. le cas échéant non indemnisé.
comme des salariés qui sont déclarés en invalidité, alors que effectivement le régime d'invalidité les fait sortir du régime de l'incapacité, et pour autant vous continuez à recevoir des arrêts de travail. Mhm. Quel impact pour l'employeur d'un salarié qui signale sa reconnaissance d'invalidité? Alors, si l'employeur est destinataire d'un titre de pension d'invalidité ou d'une notification de taux d'invalidité, l'employeur doit organiser la visite médicale de reprise. C'est son obligation. Sauf si votre salarié continue à vous prescrire tout le temps des arrêts de travail. Alors que pourtant, comme je l'indiquais juste avant, Mhm. j'ai anticipé le point, normalement, il n'est plus indemnisé au titre des IJSS de l'incapacité, mais il passe dans le régime d'invalidité. S'il arrête de produire ses arrêts de travail, visite médicale de reprise, il sera déclaré inapte à son poste. Vos recherches de reclassement, si vous n'avez pas de dispense de reclassement, de toute façon, il faudra les mener, même si le médecin du travail vous répondra non, 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 ce n'est pas possible. Vous devrez licencier et vous devrez payer l'indemnité de licenciement, en espérant que ce ne soit pas suite à un Mhm. accident du travail ou une maladie professionnelle. Sinon, c'est double sanction, le doublement de la légale, plus l'indemnité légale de licenciement, plus le préavis. Il faudra bien se rapprocher de la prévoyance de l'entreprise aussi pour signaler cette reconnaissance d'invalidité. Et ceci très rapidement. Pouvoir effectivement déclencher les garanties au titre de l'invalidité, qui sont généralement un des pans du contrat de prévoyance souscrit par l'entreprise. Plus de questions? Très bien, on vous a donc annoncé donc le prochain webinaire, le livre blanc à paraître. On vous remercie de votre participation et à très bientôt. Et d'ici là, bon été à ceux que nous n'aurons pas en ligne ou par mail. À très À bientôt. très bientôt.